Dans le catch, vous avez sûrement l'habitude des émotions fortes, des superbes prises et des feux d'artifice spectaculaires. Mais il a également toute une partie bien plus sanglante, bien plus sale, bien plus extrême. À travers le temps, on y a déjà vu des scènes dérangeantes qui ont profondément marqué l'industrie, au point de parfois mener à des révolutions. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour plonger ensemble dans des moments choquants qui étaient souvent novateurs. Et vous pourriez ne plus regarder le divertissement sportif de la même manière après les avoir découverts. Est-ce que vous êtes prêt à être choqué en apprenant comment un catcheur s'est fait tellement détester qu'il a dû fuir l'arène ? Vous voulez en savoir plus sur le jour où Paul Heyman a trouvé une solution un peu perverse pour occuper les fans ? Vous avez envie de découvrir comment des fracassés ont repoussé toutes les limites à l'ECW ? Est-ce que vous êtes curieux d'apprendre comment un accessoire absurde a pu être adoré par des spectateurs presque autant qu'une vraie superstar ? Vous êtes au bon endroit, parce que dans notre vidéo, on va se plonger ensemble dans une série de scènes qui pourraient chambouler toute votre vision de cette discipline. Vous êtes bien sur Johnny Catch, les moments les plus extrêmes du catch. C'est parti. Au cas où vous le saviez pas, il y avait un endroit dans un pays très très lointain où le hardcore était la norme, d'une perspective purement catchesque. Son nom est composé de 3 lettres qui font encore frissonner bon nombre de fans de catch. l'ECW pour Extreme Championship Wrestling. On peut dire que c'est le temple de l'extrême, le lieu où on a vu quelques-unes des actions les plus sauvages et violentes dans un ring. Le tout imaginé par un génie créatif, parfois machiavélique, Paul Heyman. Beaucoup considèrent qu'il y avait un homme qui personnifiait l'extrême dans cette promotion. Et figurez-vous que c'est un personnage qui a clairement servi d'inspiration pour Stone Cold Steve Austin, une des plus grandes stars de l'histoire de la WWE. Je vous parle du seul et unique Sandman. Pouvez-vous seulement imaginer que c'était un type qui arrivait au ring en fumant sa clope, avec une canette de bière qui buvait et qui se fracassait ensuite sur le front quand il avait fini ? Il était complètement possédé et se ramenait même avec un kendo stick dans les mains. Rajoutez du Metallica comme musique à son entrée, et vous avez là un des catcheurs les plus aimés par les fans de l'ECW. C'est un type qui n'obéissait pas aux règles, mais dans son esprit libre, il tenait quand même à l'argent, ce qui a créé des problèmes, comme souvent dans le divertissement sportif. Il était un grand nom de la promotion de Paul Heyman, mais n'arrivait pas à se mettre d'accord avec ce dernier sur l'argent qu'il devait toucher. Alors, quand la fédération concurrente de la World Championship Wrestling a pointé le bout de son nez, le marchand de sable débarrassait rapidement le plancher. Mais il le regrettait vite, puisqu'il ne fera rien du tout là-bas, où il était renommé Hardcore Hack, et il faisait finalement son retour à l'ECW devant une foule qui explosait, dans une ambiance extrême au possible. Ça restera une des entrées et un des personnages les plus marquants des terres du hardcore. Qu'est-ce qu'une arène de catch hardcore selon vous ? La salle de l'ECW ne serait-elle pas l'illustration idéale d'un lieu extrême ? Rendez-vous compte qu'un soir, le ring n'arrêtait pas de se casser là-bas, alors qu'il faisait presque 40 degrés Celsius dans la pièce. Ça prenait pas mal de temps aux techniciens de réparer tout ça, et les fans, qui ne faisaient pas dans la dentelle de manière générale et qui étaient souvent véhéments, étaient à bout de patience. C'est alors que Paul Heyman, jamais à court d'idées pour enfumer l'esprit des gens, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, se disait qu'il y aurait bien un moyen d'occuper les fans en attendant que le ring soit réparé. Sa solution avait un nom. Kimona Wanalaya. Mais qui est donc cette personne au nom si exotique ? Tenez-vous bien, c'était l'accompagnatrice de la raclure Raven à l'écran. Une femme asiatique devant laquelle les fans de l'ECW aimaient bien se rincer l'œil. Comme s'il ne faisait pas déjà assez chaud dans la salle, Kimona allait faire monter la température encore plus. En ce 22 juin 1996, on avait une femme qui faisait un striptease devant les fans de l'ECW à la demande de Paul Heyman. Pour votre information, les trous qu'il y avait sur les murs servaient aux catcheurs en coulisses pour regarder la scène au plus près. Ils ne résistaient pas à la tentation. Pouvez-vous seulement imaginer qu'au final, la cassette de ce show s'est très bien vendue pour la promotion, alors que pourtant, il y avait un problème technique majeur dans l'arène. Avec Paul Heyman, il n'y a pas de problème, que des solutions. Il a transformé cette situation de crise en opportunité. Et heureusement que Kimona était d'accord pour le faire. Ce soir-là, l'ECW avait proposé aux fans qui voulaient partir de les rembourser. Mais grâce à ce stratagème malicieux, ils étaient tous restés. Il était créatif, le polo. Eddie Guerrero a l'un des destins les plus tragiques de l'histoire du catch, puisqu'il décédait le 13 novembre 2005 à seulement 38 ans.
Mais est-ce que vous saviez que cette légende avait catché à l'ECW et qu'il y a eu des matchs incroyables? Ces moments dans le ring contre Dean Malenko sont entrés dans le panthéon du berceau de l'extrême. Surtout, ils prouvaient quelque chose au monde entier. L'ECW, ce n'était pas seulement du sang, des scènes d'une violence insupportable, ou une bande de dégénérés qui voulaient toujours plus de souffrance. Là-bas, il y avait aussi des techniciens d'un niveau très rare, qui venaient régaler le public avec des matchs très athlétiques, spectaculaires d'une perspective sportive. En tout cas, le public adorait, encore plus quand il leur avait offert un classique pour leur dernier face-à-face. De nombreuses légendes affirment que c'est une affiche qui a une importance fondamentale dans l'histoire de la fédération. Ils se quittaient bons amis à égalité pour ensuite aller faire un impact dans d'autres promotions. Le 26 août 1999 était une triste date dans la riche histoire de l'ECW. Mais est-ce que vous savez pourquoi? En fait, ce soir-là, il y avait l'équipe la plus hardcore du catch, ceux qui faisaient passer tout le monde à travers des tables et qui avaient déjà brisé le cou d'une femme, j'ai nommé les Dudley Boys, composés de Bubba Ray et Devon. Et pour eux, c'était une soirée très spéciale. Ils étaient sur le point de quitter la fédération pour rejoindre la WWE, la plus grande entreprise dans le secteur du divertissement sportif, qui avait un succès phénoménal et surtout beaucoup plus d'argent à proposer. Ce jour-là, ils affrontaient l'équipe formée par Balls Mahoney et Spike Dudley, et vu la situation, tous les fans s'attendaient à ce que Mahoney et Spike, les champions par équipe, conservent leur ceinture. Alors, le choc était total quand le bec des fans était cloué et que les Dudley Boys gagnaient. Vous devez savoir que c'était quand même des heels, des personnages de pourriture qui se débrouillaient pour toujours se faire détester. C'est ce qu'ils réussissaient à faire une fois de plus. Au micro, Bubba disait aux fans rebelles de l'ECW qui rejetaient la WWE qu'ils iraient à Monday Night Raw, le show phare de l'Empire des McMahon, avec le titre par équipe de l'ECW. Il leur promettait qu'à la télévision, chez la promotion concurrente et bien plus importante que l'ECW, tout logiquement, il jetterait cette ceinture à terre et cracherait sur son héritage. Ce n'était pas du goût de Tommy Dreamer, un des visages majeurs de la promotion. Il venait dans le ring pour tenter de leur prendre ce titre par équipe dans un match. Il se battait comme un beau diable, et dans un rare moment de domination, il les avait mis à terre. C'est alors que Raven, qui était pourtant l'ennemi ultime de Dreamer à l'écran, débarquait pour faire le tomber et bel et bien remporter cette ceinture. La réaction était colossale, parce que c'était le retour de ce fameux Raven, qui donnait quand même une des ceintures à Tommy malgré leur haine et le fait qu'ils se tatanaient depuis des années. All you need is a little head to turn your life upside down. I guess I found mine. Mais d'où sort ce type? Qui est ce personnage en décalage complet? C'est le cas de le dire. Tenez-vous bien, car c'est un maître de l'extrême dans son domaine. Et c'est indéniable qu'il aimait aller loin dans ses délires. C'est le dénommé Al Snow. Pendant des années dans sa carrière, il lui manquait ce petit quelque chose pour vraiment percer dans le catch. Un petit quelque chose appelé identité et personnalité. Ah, techniquement, il était excellent, tout le monde était d'accord sur ça. Mais les expériences qu'on faisait avec lui ne menaient à rien. Que ce soit de lui mettre un masque de luchador sur la testasse ou d'en faire un lutteur traditionnel. Le génie Paul Heyman, quelques années avant de devenir l'avocat de Brock Lesnar, puis le special counsel du chef de la tribu Roman Reigns, avait bien cerné toute la problématique avec Snow. Il fallait lui donner l'impulsion de la personnalité. Ensuite, tout irait mieux dans sa carrière. Il y aurait un effet boule de neige. Un beau jour, Al Snow en a eu marre de servir à rien. Et il a eu une idée exceptionnelle, une révolution. Il trouvait la tête d'un mannequin en coulisses et en faisait son accessoire attitré. Avec Head à ses côtés, le nom qu'il avait donné à cette chose, il pouvait évacuer sa frustration et montrer une toute autre facette de lui. C'était divertissant, absurde par moments, puisque cet objet semblait vraiment vivant dans sa tête. Pouvez-vous seulement imaginer que cette gimmick lunaire et surréaliste allait être adorée par les fans de l'ECW? Au bout d'un moment, certains se ramenaient avec leur propre tête de mannequin, ce qui donnait lieu à des images hallucinantes. Al Snow était devenu extrême dans son esprit, il avait dépassé les limites créatives qui le bloquaient jusqu'à présent. C'était une des stars de la fédération. On est le 5 octobre 1996 et le public retient son souffle dans l'arène de l'ECW. Shane Douglas était en plein match quand Gary Wolf faisait irruption sur le ring avec tout un dispositif autour de son cou et pour une raison très simple. Douglas lui avait brisé le cou pas si longtemps avant en lui faisant un DDT sur une ceinture.
Voir Douglas attraper Wolf et le faire tomber par terre malgré sa grave blessure choquait les spectateurs présents dans la salle. La scène était écœurante aux yeux de beaucoup de personnes qui prenaient Douglas en grippe après ça. Pouvez-vous seulement vous rendre compte que des personnes travaillant à l'ECW le détestaient pour de vrai et voulaient vraiment venir le frapper dans le ring? On peut dire qu'il avait créé un climat de haine extrême par ses actes. Des fans escaladaient les barrières pour aller faire justice à Gary Wolf, malgré les efforts de la sécurité pour les retenir. Les employés de l'ECW croyaient qu'une émeute était sur le point d'avoir lieu. C'était tellement intense que Shane Douglas avait dû être escorté jusqu'à sa voiture, puis jusqu'à son hôtel. On peut dire qu'il était peut-être devenu l'homme le plus détesté de l'histoire du catch. Il était une fois à l'ECW deux catcheurs qui étaient extrêmement compétitifs dans leur personnalité et qui ont marqué l'histoire de cette promotion. D'un côté, il y avait l'expert de la soumission, de la lutte et du judo, une machine à souplex bien avant que Brock Lesnar en fasse à l'appel. J'ai nommé Taz. De l'autre, il y avait un type qui entrait avec un masque à la Hannibal Lecter dans l'arène à une époque. Un fracassé qui semblait accro aux prises suicidaires en tout genre, Sabu. Figurez-vous que ces hommes ne s'aimaient pas dans la vraie vie. Par exemple, quelque chose que Taz n'avait pas apprécié, et Paul Heyman non plus d'ailleurs, c'est que Sabu, telle une vermine, les avait laissés tomber comme une chaussette sale quand il a eu l'occasion d'aller catcher au Japon. D'ailleurs, Polo s'était même adressé directement aux fans de l'ECW au micro pour leur expliquer la situation. Mais en fin de compte, comme souvent dans le catch, les plaies finissent par se refermer, la hache de guerre finit par être enterrée. Sabu et Paul Heyman faisaient la paix, et ils revenaient du pays du soleil levant pour enfin avoir ce match qui était construit depuis 1 an par l'ECW contre ce fameux Taz, qui n'avait pas non plus apprécié ses envies nippones, si on peut les appeler comme ça. En novembre 1996, c'était le grand soir. On éteignait les lumières dans l'arène, et là... Taz et Sabu étaient l'un face à l'autre dans une mise en scène incroyable. La réaction était tellement forte que Taz sentait même le ring bouger. Tout ça représentait probablement un des plus gros temps forts de la fédération la plus extrême des États-Unis. Le 17 février 1996, les fans de l'ECW étaient tout heureux. Brian Pillman, qui aura une fin tragique quelques années plus tard, était arrivé dans la promotion. Et je préfère vous prévenir direct, on a affaire à un sacré fracassé. It's me, Brian Pillman. Dans cette terre de l'extrême, il représentait une recrue idéale, parce qu'il était probablement encore plus cinglé que tous ses nouveaux collègues. Chez son ancien employeur, la WCW, il n'avait pas bien été utilisé, parce qu'Eric Bischoff, le responsable créatif là-bas, ne croyait pas en lui. Il le trouvait trop petit et pas assez impressionnant. Accrochez-vous bien, dans la folie de sa première promo, où il vidait son sac sur la WCW, il menaçait de pisser sur le ring. Il insultait les fans en leur disant qu'ils étaient comme cette pourriture de Bischoff. On peut dire qu'il avait réussi à se présenter comme quelqu'un de fou et complètement imprévisible. Et voilà pour ces moments extrêmes dans le catch. À travers toutes ces scènes et ces incidents, on a pu se rendre compte à quel point l'ECW a été déterminante dans l'histoire de l'industrie. À de multiples reprises, cette fédération a innové, choqué, révolutionné, fait des choses qu'on n'avait encore jamais vues dans le divertissement sportif. C'est clair et net que cela rend cette promotion encore plus légendaire, mais aussi teintée de polémique. J'en viens à vous proposer un débat intéressant. Est-ce que vous trouvez que ces catcheurs de l'ECW allaient trop loin pour satisfaire des fans assoiffés de sang? Ou est-ce que vous voyez tout ça comme une dévotion extrême à leur art? Venez dire votre avis. Ce serait intéressant d'échanger nos points de vue dans les commentaires, parce que ce genre de discussion, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder un documentaire sur un personnage extraordinaire comme l'Undertaker, cette playlist est faite pour vous. Ou sinon, allez ici pour découvrir plein de controverses et coulisses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour voir d'autres vidéos. A tout de suite. Acknowledge me!